Bonjour à tous. Donc avec Clément Malgouir, on va vous présenter les résultats de travaux conduits avec Antoine Bozio sur deux mesures phares du projet de loi de finances 2019 qui concernent les entreprises. Donc les mesures affectant les entreprises dans le budget 2019 sont particulièrement importantes. Ça se reflète dans la communication qui a été faite autour du projet de loi de finances, qui souligne des notions d'attractivité, de compétitivité et de baisse de coûts. Et ça se reflète surtout dans le coût budgétaire que représentent ces mesures pour 2019, qui est en particulier le coût de la réforme du CICE, qui représente un déficit additionnel pour 2019 de 20 milliards d'euros, soit près d'un point de PIB. Alors, juste une petite distinction pour commencer. On parle ici de mesures affectant les entreprises, en opposition aux mesures affectant les ménages que vous ont présentées Brice Fabre et Claire Leroy. Pour autant, il ne faut jamais perdre de vue que les mesures affectant les entreprises affectent in fine des ménages, puisqu'elles vont avoir un impact sur les salaires, l'emploi, les revenus des détenteurs de capital, voilà, qui sont donc détenus par des ménages. Donc, de manière analogue à ce que vous ont présenté Brice Fabre et Claire Leroy, voici donc ce que contient le rapport économique et social du projet de loi de finances 2019. Donc, ce qu'on constate d'abord, c'est que le coût des mesures en prélèvement obligatoire qui affectent les entreprises a plus que doublé entre 2018 et 2019. Donc, pour 2019, ça représente un coût, les mesures principales représentent un coût de 19 milliards. Et on voit que le CICE, donc la première ligne, et la baisse du taux d'impôt sur les sociétés qu'on voit sur la deuxième ligne, représentent la quasi-totalité des mesures en prélèvement obligatoire affectant les entreprises qui vont baisser les recettes de l'État. Donc c'est ces deux réformes-là qu'on va vous présenter dans cette présentation. Donc tout d'abord, la réforme du CICE. Donc, comme cela a été mentionné par Antoine Bozio en ouverture de cette conférence, c'est une étude qui a été commandée par l'Assemblée nationale à l'Institut des politiques publiques et qui a été publiée lundi sous la forme d'une note de l'Institut des politiques publiques. Et ce sont les résultats de cette analyse que nous allons vous restituer ici. La méthodologie de cette étude a consisté à procéder à des simulations à partir de données administratives conséquentes. Donc, les liasses fiscales des entreprises, donc c'est-à-dire toutes les sommes déclarées pour l'impôt sur les sociétés ainsi qu'à l'impôt sur les revenus. Les mouvements sur créances du CICE, qui sont le fichier qui retrace pour chaque entreprise le montant de créances pour chaque année ainsi que les imputations effectives de ces créances. Les données DADS, qui sont donc obligatoirement remplies par tous les employeurs, ainsi que les bordereaux récapitulatifs de cotisation, qui sont des données produites par l'ACOS. Donc, pour vous présenter la réforme du CICE, il faut déjà vous présenter ce qu'était le CICE et avant même son contexte. Donc jusqu'en 2012, les réductions du coût du travail consistaient majoritairement en des allègements généraux de cotisations employeurs. Donc en 2012, c'est ce qu'on appelle l'allègement Fillon ou encore la réduction bas salaire. Donc celle-ci, on peut la représenter donc en pourcentage du salaire brut et pour différents niveaux de salaire brut qui sont exprimés en nombre de SMIC. Donc on voit qu'en 2012, l'allègement Fillon consiste en une réduction du coût du travail qui représente 26% du salaire brut pour un salarié rémunéré au SMIC. Et qu'ensuite, cet avantage décroît avec le niveau de salaire jusqu'à s'annuler à 1,6 SMIC. 1,6 SMIC, ça représente aujourd'hui environ 2 400 € bruts mensuels. En janvier 2013, on met en place le CICE. Donc le CICE va être calculé comme 6% du salaire brut, et ce, sur tous les salaires jusqu'à 2,5 SMIC. Donc on voit tout simplement une translation de cette réduction du coût du travail vers le haut, et ça consiste du coup, en 2013 c'est 4% le taux. Et donc entre 1,6 et 2,5 SMIC, le coût du travail est donc réduit de l'ordre de 4% du salaire brut. En 2014, tout simplement, ce taux passe donc à 6%. Donc on voit là encore une translation vers le haut.
Et entre 2014 et 2017, il se passe plusieurs choses. Alors la première chose, c'est le pacte de responsabilité. Donc le pacte de responsabilité, il augmente les allègements Fillon au niveau du SMIC, de sorte à avoir le principe de zéro cotisation URSSAF au niveau du SMIC. Le pacte de responsabilité met en place aussi un taux réduit de cotisation famille qui va jusqu'à 3,5 SMIC. Et enfin, la dernière chose qui change, c'est qu'en 2017, le taux du CICE passe à 7%. Donc on voit là que les dispositifs de réduction du coût du travail sont beaucoup plus généreux et vont beaucoup plus loin dans l'échelle des salaires. Et enfin, en 2018, on repasse à un taux de 6%, donc une légère diminution de la réduction du coût du travail. Donc le CICE est calculé comme 6% de la masse des salaires inférieurs à 2,5 SMIC, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un crédit d'impôt de l'impôt sur les bénéfices, donc comme l'impôt sur les sociétés. Donc ça donne lieu à une créance. Le fait générateur, c'est de payer des salaires qui vont donner lieu à une créance qui va être honorée ensuite lors du paiement de l'impôt, c'est-à-dire que ce montant-là va être déduit du montant d'impôt dû. En quoi consiste la mesure qui a été proposée déjà dans le projet de loi de finances 2018 et donc pour 2019 ? La mesure propose de mettre fin au CICE au sens où on ne crée plus de nouvelles créances sur les salaires à partir de 2019. Et ce CICE serait remplacé par une réduction de cotisation employeur d'un montant strictement équivalent, donc avec un taux de 6%. Et en plus de cela, on créerait à partir du mois d'octobre 2019 une réduction additionnelle sur les bas salaires de l'ordre de 4% du salaire brut au niveau du SMIC. Donc là, on reste sur le schéma des allègements Fillon et donc on augmente le bénéfice des réductions du coût du travail au niveau du SMIC. Donc, pour rappel, voilà ce qu'on avait en 2018 comme barème de réduction du coût du travail. Au 1er janvier 2019, rien ne bouge. Du coup, vu que les taux sont strictement équivalents, le barème est strictement équivalent. Et par contre, au 1er octobre 2019, on a un léger accroissement de la réduction du coût du travail pour les bas salaires. Donc, ceci donne l'impression d'une réforme globalement neutre, puisque à part la création pour le dernier trimestre 2019 d'une réduction additionnelle sur les bas salaires, on a l'impression que rien ne change. La question c'est, est-ce que, en termes de finances publiques, cela constitue aussi un effet nul ? Donc tout d'abord, on présente les créances CICE donc jusqu'en 2018, puis à partir de 2019, les montants de réduction de cotisation employeur qui viennent remplacer le CICE. Donc là, ce qu'on distingue bien sur ce graphique, c'est qu'en 2013, le montant des créances n'est pas très important puisque c'est un taux de 4%, qui augmente à 6% en 2014, qui réaugmente en 2017 et qui baisse en 2018. Donc cela se reflète bien dans les montants agrégés des créances CICE. Et ce qu'on voit ensuite, c'est que globalement, les montants pour 2019, 2020 et 2021 sont à peu près similaires, juste un peu plus élevés en raison de la réduction additionnelle sur les bas salaires. Donc là, on regarde uniquement les entreprises qui ont perçu du CICE depuis 2013. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les finances publiques ? Donc, comme je l'ai mentionné, le CICE, c'est une créance, c'est un crédit d'impôt. Donc, pour l'État, la créance ne va apparaître dans les dépenses publiques que l'année après le fait générateur. Donc pour 2013, on a des créances qui sont à environ 12 milliards, qui s'élèvent à environ 12 milliards d'euros, mais pour un coût dans les finances publiques en comptabilité nationale qui est nul. En 2014, le taux augmente, les créances passent à près de 18 milliards d'euros. Mais en 2014, pour les finances publiques, la dépense est seulement celle qui concerne les créances de 2013, etc. Donc on voit bien que la barre bleue, à chaque fois, est à peu près du niveau de la barre verte de l'année précédente. Donc ça, c'est l'effet décalage dans les finances publiques du CICE. Par contre, ce qui se passe à partir de 2019, c'est que les réductions de cotisations employeurs qui sont prévues, elles sont inscrites dans les dépenses publiques l'année même où elles sont versées. Donc en 2019, on a à la fois des réductions de cotisations employeurs qui correspondent à ces 6% plus l'allègement supplémentaire sur les bas salaires, plus les créances de 2018 qu'il s'agit d'honorer.
Donc, d'où le double coût pour les finances publiques en 2019, là, on voit bien qu'on a à peu près nos 20 milliards qui constituent le déficit additionnel pour 2019. Donc, un coût transitoire qui est lié au fait qu'en 2019, dans les finances publiques, on honore les créances de 2018. Donc c'est l'effet trésorerie décalé du CICE. Donc j'ai mentionné le fait que donc en dépenses publiques, le CICE ne va apparaître qu'un an après le fait générateur. Et pour la trésorerie, en ce qui concerne la trésorerie des entreprises, le CICE n'est perçu que 1 à 3 ans après le fait générateur. Donc ce double coût qu'on voit en 2019, finalement, on peut l'interpréter comme l'effet miroir de 2013 et 2014. Donc on voit que en 2013, le CICE n'apparaît pas dans les dépenses publiques. En 2014, il apparaît dans les finances publiques, mais au titre du taux de 4% de 2013. Donc, on a vu que, quand bien même cette réforme donne l'impression d'une réforme assez cosmétique, finalement, en termes de dispositifs, la différence entre un crédit d'impôt et une réduction de cotisation employeur fait que, pour 2019, il va y avoir un coût transitoire assez important. Qu'en est-il des effets sur les entreprises ? Donc là encore, on a l'impression que les taux sont similaires, que cela ne va pas forcément changer grand-chose pour les entreprises, mais on peut noter 3 différences majeures entre le CICE et les réductions de cotisation. La première, c'est une extension de périmètre. La deuxième, c'est le fait que les entreprises vont payer un supplément d'impôt sur les bénéfices. Et la troisième, c'est cet allègement supplémentaire de 4 points au SMIC. Ces effets qu'on peut appeler mécaniques sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils vont bénéficier ou non à des entreprises assez différentes. Donc en l'occurrence, cette réforme bénéficierait plutôt aux entreprises intensives en bas salaire, plutôt jeunes et plutôt petites, et avec des gains très forts pour le secteur non lucratif. Donc pour ce qui est du périmètre élargi, donc le CICE, comme c'est un crédit d'impôt sur l'impôt sur les bénéfices, il ne concerne uniquement les entreprises qui payent un impôt sur les bénéfices. Et donc, à ce stade, il faut rappeler que, outre l'impôt sur les bénéfices, il y a aussi les entreprises qui payent la taxe sur les salaires. Donc, pour pallier à cette différence, on a créé en 2017 le CITS, le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, qui se calcule de la même façon, mais à un taux plus bas, à un taux de 4%. Toutefois, ce CITS ne s'applique pas à l'ensemble des entreprises qui payent la taxe sur les salaires, mais uniquement à ceux qui sont éligibles à l'abattement de taxes sur les salaires, et donc une partie du secteur non lucratif avec les associations de loi 1901 ou les fondations d'utilité publique, par exemple. Donc ce coût du CITS est estimé à 600 millions d'euros annuels. Dès lors, quand on passe à une réduction de cotisation employeur, on étend considérablement le champ des entreprises concernées, puisque désormais, tous les établissements qui sont soumis qui payent une cotisation chômage pour leurs salariés vont bénéficier de cet allègement de 6%, puis aussi de 4% pour les salaires au niveau du SMIC. Et on a estimé le coût représenté par l'extension du périmètre à 1,7 milliard d'euros. Je passe la parole à Clément Malguir pour la suite des effets mécaniques de la réforme du CICE. Donc bonjour à tous. Le deuxième effet mécanique de cette conversion du CICE en réduction de cotisation, c'est le supplément d'impôt sur les bénéfices. Donc un crédit d'impôt augmente directement le résultat net d'impôt, alors que la réduction de cotisation, elle vient augmenter le résultat imposable, et une partie de cette augmentation va être captée par l'imposition sur les bénéfices. On a fait un schéma très schématique pour expliquer un petit peu ce retour d'IS. Donc on considère ici une entreprise qui a un résultat imposable avant CICE de 100 €. Elle fait face à un impôt sur les sociétés de 28%. Donc elle va avoir un résultat net d'impôt de 100 moins 28, c'est-à-dire 72 €. Avec le CICE, dans le cas où par exemple qu'on a choisi ici, elle bénéficie d'un montant de CICE 10 €. Elle va pouvoir directement réduire le montant d'IS qu'elle doit payer de 10 € et elle se retrouve du coup avec un résultat net d'impôt de 72 plus 10, c'est-à-dire de 82 €.
avec la bascule, à montant inchangé, on vient augmenter le résultat imposable et une fraction de ces 10 euros de réduction de cotisation va venir augmenter l'impôt sur les sociétés qui est dû. Et du coup, on se retrouve avec un résultat net d'impôt qui est légèrement moins élevé, toutes choses étant égales par ailleurs, que dans le cadre du crédit d'impôt. Bien sûr, cet effet en fait est différencié en fonction du taux marginal auquel va être imposé ce surplus de résultats imposables. Et donc, par exemple, les entreprises déficitaires ne vont pas vraiment être affectées parce qu'elles font face à un taux marginal effectif de 0. Les PME ont le taux réduit de 15%, alors que les grandes entreprises ont un taux plus important. Donc, il y a l'effet mécanique est nécessairement, on va dire, hétérogène en fonction des caractéristiques des entreprises, de leur profitabilité, mais aussi du fait du barème de l'IS. Donc ici, ce qu'on représente, c'est l'ampleur de ce supplément d'impôt sur les bénéfices. On regarde que l'IS ici, en fonction de la masse salariale des entreprises. C'est ce qu'on voit dans l'axe vertical. Et en fonction de la taille de l'entreprise, c'est ce qu'on voit sur l'axe horizontal. On voit que le supplément d'impôt va principalement peser dans le milieu de la distribution de la taille des entreprises et que les petites entreprises sont moins affectées parce qu'elles sont en moyenne imposées à des taux inférieurs ou en moyenne elles sont plus susceptibles de ne pas dégager de résultats imposables avant ou après CICE. Donc pour ces entreprises, en moyenne, l'effet va être plus faible. Et dans le cas des grandes entreprises, même si elles font face à des taux marginaux considérables, elles sont moins intensives en CICE initialement, et du coup, le poids de ce supplément d'impôt exprimé en fonction de la masse salariale totale des entreprises est un petit peu plus faible. On peut aussi regarder ce supplément d'impôt en fonction de l'âge des entreprises, et là on voit une relation plus monotone et croissante entre l'âge des entreprises et le taux auquel, le montant de ce supplément d'impôt sur les bénéfices. On voit que les jeunes entreprises qui viennent d'être créées récemment vont faire face à un taux d'environ 0,53%, alors que pour les grandes entreprises ou les vieilles entreprises, ce taux va être plus élevé aux alentours de 0,7%. Au-delà de l'effet hétérogène, on a aussi calculé du coup le montant agrégé de ce gain qu'on estime à 3,3 milliards d'euros, dont 0,3% pour l'IR. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'était sur l'impôt sur les sociétés, mais les entreprises imposées à l'IR bénéficient également du CICE. Donc on a fait une simulation avec les données ménages pour voir le taux marginal en moyenne auquel allait être réimposé le CICE. En plus donc, de ce supplément d'impôt sur les bénéfices, il y a une sorte de recyclage de ce supplément sous la forme d'une réduction de 4 points de cotisation au SMIC. Et là, on a estimé le coût de cette mesure en année pleine, si elle avait eu lieu dès le 1er janvier 2019. Et on l'a estimé sur la base de données sociales à environ 3,3 milliards d'euros. Donc les deux mesures s'annulent en année pleine. Okay, donc cette mesure correspond en fait à une sorte de recentrage de la dépense sur les bas salaires. Néanmoins, comme ça a été annoncé, la mesure donc, a été reportée au 1er octobre 2019. Et du coup, on voit une économie pour 2019 de 2,5 milliards d'euros et ça réduit le surcoût lié à la bascule CICE de 22,5 à 20 milliards d'euros du fait simplement de ce report. Ce qu'on représente ici, c'est la somme par secteur des 3 effets mécaniques dont on a parlé. L'effet d'extension du périmètre, l'effet de retour d'IS et également l'effet de l'accroissement donc, des 4 points de cotisation en moins au niveau du SMIC. Donc, ce qu'on voit pour 2019, le plus pertinent, donc, c'est le gris, parce que ça prend en compte le fait que la mesure bas salaire va simplement s'appliquer à partir d'octobre. Et pour avoir une idée un petit peu du rythme de croisière de la réforme, on a aussi l'effet global en année pleine. On voit là les secteurs qui sont perdants, même en année pleine de la réforme. Par exemple, l'industrie manufacturière, qui est fortement perdante en fait en 2019, mais qui, à terme, du fait de l'allègement bas salaire, va récupérer une bonne partie en fait, des pertes liées au supplément d'imposition. Là, on a ici tous les secteurs qui seront gagnants à terme. Okay, donc,
certains exemples sont assez intéressants. Par exemple, le commerce ou la construction sont perdants du fait du retour IS en 2019, mais parce qu'ils sont assez intensifs en bas salaire, à terme, en rythme de croisière, ils seront quasiment affectés de façon neutre. On voit par exemple également l'hébergement ou la restauration qui est affecté de façon neutre pour 2019, mais qui, en rythme de croisière, sera fortement bénéficiaire. Ce qu'on voit, les gros effets positifs dans les secteurs de l'enseignement, de la santé, de l'action sociale, c'est principalement en fait l'effet périmètre qui fait que des entreprises, des organisations donc, à but non lucratif, qui n'étaient pas éligibles au CICE, qui étaient ou non éligibles au CITS, mais à seulement 4% au lieu de 6%, vont maintenant devenir pleinement éligibles. Donc là, il y a un effet, c'est les milliards, les 1,7 milliards dont Sophie avait parlé. Voilà, donc, ça c'était pour les effets mécaniques de la réforme. Après, au-delà des effets mécaniques, on peut s'interroger sur quels seront les effets économiques, c'est-à-dire une fois qu'on autorise pour des sortes de réponses comportementales des entreprises. Donc la logique derrière le CICE, c'est une baisse du coût du travail pour stimuler l'emploi avec un ciblage relativement élevé dans le but d'atteindre des objectifs de compétitivité. Sur la base donc, des évaluations du CICE, on constate des effets plutôt mitigés avec pas d'effet sur l'investissement, la R&D ou les exportations, probablement un effet positif sur les marges, un effet faible mais relativement incertain sur l'emploi et une hausse du salaire moyen au sein des entreprises les plus touchées. Selon les raisons qui expliquent ce bilan plutôt mitigé, on peut s'attendre à des effets plus ou moins marqués de la conversion du CICE en baisse de charge. Si par exemple on pense que réduire le coût du travail est absolument inefficace en termes de création d'emplois, la bascule du CICE sera effectivement aussi inefficace. Dans ce cas-là, les coûts transitoires de 20 milliards seront un peu dépensés en vain. Si on pense que l'effet du CICE est simplement lent et prend du temps et qu'on ne dispose pas encore du recul temporel pour avoir une idée claire des effets du dispositif, la bascule du CICE n'aura pas d'effet. Et dans ce cas-là, les 20 milliards sont également dépensés pour un effet assez faible. Si on pense en revanche que le CICE pâtissait principalement d'un mauvais ciblage, c'est-à-dire il visait une part trop large de la distribution des salariés, alors qu'on peut penser que les effets sur l'emploi des variations du coût du travail sont concentrés sur les bas salaires, la bascule permet alors un reciblage limité vers les bas salaires. Dans ce cas-là, les 20 milliards d'euros peuvent avoir un effet positif, mais un effet mesuré dans la mesure où les montants du dispositif sur les bas salaires sont limités. Si on pense que le CICE a été inefficace pour ses effets retardés sur la trésorerie, c'est-à-dire du fait du décalage entre le fait générateur, je paie des salaires, et l'entreprise touche effectivement le CICE, c'est-à-dire avec des délais qui peuvent aller de quelques mois à 1 an ou même à 3 ans, la bascule permet un double effet trésorerie. Très fort en 2019, c'est l'effet transitoire de la bascule, mais également à chaque période, dans la mesure où les baisses de cotisations salariales, les baisses de cotisations patronales permettent viennent affecter la trésorerie des entreprises à une fréquence trimestrielle ou mensuelle, alors que le CICE était associé à des effets, à des délais beaucoup plus importants d'1 an, voire plus. Dans ce cas-là, on peut penser que ce coût transitoire va permettre d'avoir un effet positif sur l'emploi. Si on pense également, par exemple, que le CICE n'a pas été perçu comme une baisse du coût du travail pour des problèmes de lisibilité, mais plutôt comme une baisse d'IS, dans ce cas-là, la bascule va prendre essentiellement une réduction de cotisation employeur financée par une hausse de l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas-là, on peut s'attendre à un effet potentiel relativement fort sur l'emploi. Donc, au vu des évaluations du CICE, des résultats plutôt mitigés sur l'emploi et des résultats plutôt positifs sur les salaires, les explications 4 et 5 semblent assez plausibles et on peut du coup s'attendre à un effet positif sans qu'on se soit engagé sur un chiffre particulier. Voilà, donc ça c'était pour la mesure un peu principale qui prend ses effets au 1er janvier 2019. Et maintenant, je vais parler de la baisse de l'impôt sur les sociétés qui était également décidée avant le PLF 2019, mais qui continue à prendre ses effets en 2019. Donc ça fait partie d'une baisse programmée du taux d'IS de 33,3 à 25% d'ici à 2020. Et en
en 2018, il y a eu une baisse de 33,3 à 28% jusqu'à 500 000 euros de bénéfices. Donc c'est l'introduction d'un taux intermédiaire sur les entreprises jusqu'à 500 000 euros de bénéfices. Et 2019 correspond donc du coup à une baisse du taux normal de 33,3 à 31, même au-delà de 500 000 euros de bénéfices. Okay, donc le coût budgétaire pour 2018 était de 1,2 milliard d'euros et il est à peu près du double pour 2019. Là, je reprends les chiffres du gouvernement. On n'a pas chiffré cette mesure. En revanche, on a essayé d'avoir une idée de l'effet que ça avait sur le taux moyen d'imposition. Donc, on a simulé du coup les différents barèmes et en prenant l'impôt brut, c'est-à-dire net des crédits d'impôt rapportés aux résultats imposables, on voit une baisse de 31,3 en 2017 à 30,4 en 2018 et un effet un peu plus important en 2019 à 28,8. Une fois de plus, ces effets sont hétérogènes en fonction des entreprises. Donc là, ce qu'on montre, c'est le taux d'imposition moyen en fonction de la taille des entreprises selon les mêmes catégories que précédemment, de 1 à 5, 6 à 10, etc. Et ce qu'on voit, du coup, c'est que les effets des mesures qui ont pris effet en 2018 ont principalement affecté le taux d'imposition des petits employeurs ou des employeurs intermédiaires, alors que ce qui prend effet en 2019 a principalement affecté les employeurs d'une taille plus importante. Voilà, donc pour conclure, on peut se demander quels sont les effets potentiels de cette baisse de l'IS. Donc, on sait que théoriquement, il y a des effets positifs pour l'investissement, mais dont l'amplitude empirique est assez incertaine. Et ce qui est clair, c'est que cette baisse programmée de l'IS s'inscrit dans une baisse globale des taux de taxation des profits au niveau international et qu'en 2019, le taux normal de 31% demeure élevé en comparaison avec les pays de l'Union européenne, y compris les grands voisins européens. Donc du coup, on peut voir cette stratégie de baisse de l'IS comme une stratégie de convergence rationnelle compte tenu de la fragmentation européenne en matière de taxation des profits. Néanmoins, on peut se demander, on peut s'interroger sur le caractère un peu sous-optimal de la compétition fiscale dans laquelle cette baisse s'inscrit. Sous-optimal au niveau collectif des pays européens. Voilà. Donc pour conclusion, on voit qu'on a deux mesures très coûteuses. Un soutien conséquent aux entreprises, mais bien sûr en partie transitoire, donc c'est le coût de la bascule, et que la bascule du CICE, au-delà de ces effets transitoires, va profiter en année pleine plutôt au secteur à rémunération faible et au secteur non lucratif, va impliquer un surcroît d'IS permanent, mais dont l'ampleur va décliner au fur et à mesure que le taux de taxation des profits va décliner, et qui pourrait, selon l'interprétation qu'on a eue des effets mitigés du CICE, avoir des effets importants sur l'emploi. La baisse du taux d'IS, des effets théoriquement positifs en matière d'investissement, et elle s'inscrit surtout dans un contexte européen relativement contraint, où les écarts entre les taux nominaux français et ceux des principaux pays européens partaient de très haut. Voilà. Donc rebonjour à tous. On a du temps pour des questions. Et donc je vais inviter tous les intervenants à venir rejoindre la plateforme sans se faire assommer. Et on va prendre des questions de la salle. On peut prendre plusieurs questions. On a un petit peu de temps. Les parlementaires que nous avons invités sont en route et arriveront dans quelques temps. Et donc, on peut répondre à toutes vos questions. Donc, on va prendre plusieurs questions à la fois. Il y a des micros qui vont tourner. Et puis, j'essaierai de les répartir entre les différents intervenants pour que vous puissiez avoir le maximum de réponses que vous souhaitez. Je vois plein de doigts qui se lèvent par là-bas. Donc, je vais demander à Sylvain de faire passer les micros. Donc, je vais prendre 3 questions. Donc, présentez-vous, faites une question courte. Et ensuite, à bout de 3 questions, on essaie d'y répondre. Donc, Étienne Lehmann, professeur à Paris 2.
Donc juste une remarque sur la dernière étude, sur en particulier ce que l'on connaît des effets de l'IS. Alors effectivement, c'est assez difficile à mesurer. Il y a quand même des études internationales sur l'élasticité à l'investissement du taux d'IS. Il y a en particulier deux études récentes dans l'American Economic Review qui ont tendance à dire, l'une sur données américaines, l'autre sur données allemandes, que le taux d'impôt sur les sociétés a des effets sur les salaires, sur la masse salariale qui sont assez substantiels. L'une trouve un gros tiers, l'autre trouve une petite moitié. Donc évidemment, tout ça, ce sont des choses incertaines. Mais donc, il pourrait y avoir des effets de l'IS en termes d'attractivité économique, si on croit ces études, qui seraient suffisamment importants pour se répercuter non pas en termes de recettes sur l'IS en plus, mais sur recettes en termes d'imposition des revenus d'activité. Donc est-ce que vous y croyez à ces études? Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Autre question? Luc Béagle, une question sur le scénario macroéconomique. Un des parallèles qui est assez tentant, c'est avec 2012, puisqu'on a un effort de consolidation budgétaire un peu par les mêmes personnes. Ce qu'on vous montrez, c'est qu'il y a potentiellement un coût assez important à partir de 2019-2020. En même temps, ce qu'on voit sur votre graphique sur la dette publique, c'est que cette fois-ci, on réussit à réduire quand même le ratio dette sur PIB. Parce que l'effort est conséquent, mais pas l'effort. Du coup, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça traduit une préférence pour la réduction de dette très forte par rapport à une préférence pour la croissance? C'est la bonne façon de lire ce choix macroéconomique. Troisième question? Oui, moi, une remarque d'abord, c'est que vous parlez du taux. J'étais expert comptable et comité en compte. Vous parlez du taux d'impôt sur les sociétés. Moi, je suis un peu dubitatif. J'avais été amené à travailler sur l'AXIS au niveau européen, parce que quand on parle du taux, il faudrait aussi parler de la base. Or, le taux de la France est élevé, mais la base est faible, parce qu'on a un nombre de dégrèvements d'impôts qui est assez considérable. Je peux citer tous les crédits d'impôt que nous avons. Je crois que Carrez en avait noté quelque chose comme 73 ou 74. Bon. Donc c'est quand même assez conséquent. Si par contre on prend l'étude européenne sur qui a fait de l'AXIS et qui se situe sur le BE, je dis très rapidement ce que c'est, le chiffre d'affaires, moins consommation intermédiaire et juste salaire, on voit que le niveau de taux d'impôt calculé comme ça, la France est un taux, disons, à peu près moyen en Europe. Certains diront même un peu plus faible que l'Allemagne et ses principaux concurrents. Alors j'aurais voulu savoir si vous avez, dans certaines de vos études, pris en compte le taux d'impôt calculé un peu d'une manière normative et pas simplement un taux d'impôt nominal. Très bien, merci beaucoup. Alors, comme il n'y a pas de micro, on va plus parler, il n'y a plus de micro. Donc, je vais essayer de répondre peut-être aux deux questions. Alors, merci d'avoir posé cette question. Donc, on a un travail de recherche en cours qui va déboucher à la fin de l'année. Donc, on peut se retrouver pour une publication à la fin de l'année du PP sur justement la mesure du taux effectif implicite d'imposition prenant en compte les effets de base. Comme ce travail n'est pas fini, on n'a pas utilisé ce travail, on n'a pas représenté là-dedans, mais bien sûr, votre point est tout à fait légitime et mérite d'être fait. Ce sera une comparaison sur longue période pour arriver à déterminer finalement les effets et les sources finalement qui jouent sur ces effets de base et les effets de taux. Alors, répondre aussi à Étienne Lehmann, donc on est tout à fait conscient de ces récentes publications scientifiques. Donc, la question qui s'était posée pour nous, c'était dans quelle mesure on peut utiliser ces résultats, par exemple une étude qu'on trouve très convaincante sur le cas allemand, où il y a des taux différenciés au niveau local de taxation sur l'impôt sur les sociétés. Est-ce qu'on peut généraliser ce type de résultat en disant effectivement c'est en grande partie les salariés qui en payent le coût, parce que de passer de Munich à Berlin ou plutôt à côté de Augsbourg à Munich, c'est quelque chose de finalement à un coût relativement plus faible qu'au sein d'un pays de savoir dans quelle mesure, quel serait le type de réaction comportementale. Donc d'une certaine façon, on a bien en tête ces études-là, mais on est encore assez gêné pour arriver à des conclusions fermes et définitives pour dire quel serait le type d'impact sur une baisse de l'IS, et on a resté, je crois, assez prudent sur ce qu'on peut dire sur ce type d'effet. Et puis pour la question de Luc, je me tourne vers Thomas, peut-être pour répondre.
Oui, je pense que évidemment le parallèle avec 2012 est assez tentant. Je vais essayer. Non, ça marche pas. Je pense que la principale différence, c'est que en 2012, la stratégie de la France en termes de consolidation budgétaire, c'était avant tout de passer par une hausse de la fiscalité et un maintien des dépenses publiques à leur niveau, voilà, donc un plateau en termes de dépenses publiques. Et ça d'ailleurs, c'était très différent de la plupart des partenaires européens qui avaient déjà choisi non pas une hausse de la fiscalité, mais davantage une réduction de la dépense publique. Et donc finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas dans la stratégie pluriannuelle, on se cale davantage sur les stratégies de nos partenaires européens, ou en tout cas des stratégies d'ailleurs largement entamées par nos partenaires européens, de réduction des dépenses publiques. Et donc, évidemment, le choix de la composition de l'ajustement va aussi, de l'ajustement budgétaire, va aussi entraîner des impacts sur le PIB différenciés, dans la mesure où les multiplicateurs budgétaires, si en tout cas si on y croit un minimum, si en tout cas on arrive à les mesurer, sont un peu différenciés avec des effets des dépenses publiques qui sont généralement plus... Enfin, les multiplicateurs sont généralement plus élevés du côté des dépenses publiques, et du coup, on peut s'attendre à un impact sur le PIB plus important. Le modèle, très grossièrement, va s'orienter vers par exemple, on diminue d'un point la taxe sur la consommation, on aura un multiplicateur de l'ordre de 0,5 et de l'ordre plutôt de l'unité en termes de consommation publique. Et du coup, avec ces ordres de grandeur, on peut s'attendre, si on fait le choix d'une moindre dépense publique, à avoir des effets sur le PIB plus importants dans la stratégie actuelle. Merci. 3 autres questions. Il y a des mains qui se lèvent en haut. Alors, madame, il n'y a pas de micro. On comprend de ce que vous venez de présenter, et notamment de l'impact sur les ménages, que l'impact cumulé de ces deux budgets est en train, entre guillemets, d'aggraver les dysfonctionnements redistributifs par décile. Je m'explique, c'est-à-dire que visiblement les plus modestes vont être vraiment impactés négativement, les extrêmement riches vont être impactés très positivement. Quelle lecture économique globale vous faites de ces budgets par rapport au discours du gouvernement, qui est de dire on privilégie effectivement le travail, il va y avoir un effet de redistribution et de ruissellement à terme avec la baisse de la fiscalité du capital. Quelle est la lecture globale que vous faites de ces éléments que vous venez de nous présenter ? Donc une deuxième question, et ensuite ça nous donnera le temps de réfléchir. Oui, madame ? Sur la fiscalité des ménages, de la fiscalité écologique. C'est un débat qui monte en ce moment. Est-ce que vous l'avez bien prise en compte, et quel impact elle a finalement sur le profil redistributif des mesures du budget 2018-2019 ? Merci. Une troisième question. Monsieur ? Bonjour, Charles Sarfetti, doctorant au MIT. J'ai une question sur la bascule CICE, baisse de charge. Je vois même que le gouvernement a fait une prévision du déficit où il faisait le déficit sans CICE et une autre avec CICE. Alors je voulais savoir, d'après vous, est-ce que ce serait vraiment dramatique de faire une année sans la bascule, c'est-à-dire soit on retarde d'une année les baisses de cotisation, soit on supprime a posteriori le CICE pour l'année 2018 l'année prochaine. Je vous remercie. Donc merci beaucoup. Je vais essayer de répondre. Donc à la première question, donc c'est quoi l'effet total ? Donc la façon dont on peut lire les effets qu'on a présentés, c'est que ce que le gouvernement met en avant de favoriser les actifs au détriment des inactifs, dont les retraités, correspond assez bien aux effets redistributifs qu'on trouve. Les retraités sont largement perdants, les actifs sont globalement gagnants, et donc du coup, il y a bien un effet c'est des montants qui, au total, sont assez importants en termes de rebascule, finalement, qui s'annulent en grande partie, mais l'effet net est favorable, donc du coup, plutôt aux actifs par rapport aux actifs, et aux inactifs, et en particulier aux retraités.
L'autre point, c'est la partie qui est plus, on va dire, sujette à discussion, c'est dans quelle mesure les mesures qui ont été, en fait, qui ne sont pas dans le budget 2019, sont dans le budget précédent, mais qui ont des impacts pour 2019 sur la baisse de l'ISF, la suppression de l'ISF et la transformation en IFI. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement concentré sur les très très hauts revenus, pas simplement ce qu'on a montré, pas simplement sur les 1% les plus hauts revenus. Et donc la question de savoir quel est l'effet, on va dire, le ruissellement au sens d'impact sur l'investissement et donc in fine l'emploi, la création d'entreprises ou la localisation d'entreprises en France est quand même très incertain. Et donc ce point-là, finalement, le premier ordre qu'on peut mesurer, c'est des effets redistributifs qui donc du coup sont très concentrés tout en haut de la distribution, et pour essayer de ce qui serait la défense du gouvernement, il faudrait arriver à voir que les effets incitatifs et de modification de comportement du fait de cette baisse très ciblée sur les plus hauts patrimoines a des effets majeurs qu'on pourrait ensuite mesurer sur l'ensemble de la distribution, et on n'est pas aujourd'hui incapable d'arriver à faire cette démonstration. La deuxième question sur... Sur les 20% les plus modestes, les études précédentes, notamment de l'OFCE, disaient quand même que tout le monde sera gagnant, même si les plus modestes sont un peu moins gagnants. Là vous donc ça, c'est l'essentiel de ces effets, ça vient d'une nouvelle mesure de sous-indexation des prestations sociales. Et pas simplement des sous-indexations des prestations sociales, mais aussi dans les effets de la réforme des allocations logement, il y a pratiquement un petit milliard qui là est retiré aux prestations sociales. Et ça donne des effets qui sont compensés uniquement sur une partie de la distribution des bas revenus, des hausses du minimum vieillesse ou de l'allocation adulte handicapé. Donc la deuxième question, c'est sur la taxation écologique. Donc elle est bien simulée, elle est bien prise en compte. On utilise là des données qui sont moins précises, ce sont les données de l'enquête budget des familles, où on a des informations au sein de chaque ménage sur le type de consommation. Donc il y a deux types de fiscalité indirecte qui sont d'ailleurs qu'on simule, celle sur la hausse du tabac et celle sur la fiscalité écologique. Ces deux types de fiscalité qui, si on les rapporte par rapport aux revenus, ont un effet régressif, c'est-à-dire qu'elles sont plus marquées pour la partie inférieure de la distribution des revenus que pour les plus hauts revenus. Alors, c'est beaucoup moins, c'est une régressivité qui est très continue finalement tout au long de la distribution, mais qui est sensible et qui est d'autant plus sensible, plus que la fiscalité écologique, sur la fiscalité, enfin sur le tabac, qui lui est par contre beaucoup plus concentré sur les plus bas revenus. Troisième question, sur la bascule. Alors question importante, d'une certaine façon, de savoir est-ce qu'on aurait pu éviter le surcoût de 20 milliards en 2019. Question fondamentale. Si vous croyez très fortement qu'en fait le CICE était une bonne idée, parce qu'un crédit d'impôt, c'était une idée géniale en 2013, de ne pas avoir à le payer en 2013, mais que ça a eu les mêmes effets que la réduction de cotisation. Dans ce cas-là, en fait, la bascule, si vous faites une année sans réduction de cotisation sociale, vous allez, en fait, les entreprises vont voir que le coût du travail va augmenter en 2019, il y aura des effets négatifs sur l'emploi. Mais si vous pensez ça dur comme fer, mais il n'y a pas besoin de faire la bascule. Si à l'inverse, vous pensez que les entreprises, quand on a fait le crédit d'impôt, n'ont pas vu ça comme une réduction de cotisation sociale. Pourquoi ? Parce que c'est arrivé comme une réduction d'impôt sur les sociétés, que c'est arrivé de façon différée, que la saillance, la lisibilité finalement de l'effet réduction, alors c'est très important de faire cette conversion, de faire cette bascule. Pourquoi ? Parce que ça a été une erreur de faire le crédit d'impôt. Au début, on aurait dû faire une réduction de cotisation sociale. Mais alors, c'est là où, finalement, la dialectique devient compliquée. Mais si on pense vraiment, dur comme fer, que les entreprises ne voient pas ça comme une réduction de cotisation sociale, on aurait pu l'annoncer pour 2020, puisqu'on n'aurait eu aucun effet. Et c'est, je crois, dans cette dialectique-là où on est un petit peu, finalement, où le gouvernement, ou même nous-mêmes, on est un petit peu pris, en sens que si on croit vraiment, et on peut penser que le gouvernement, quand il a mis en place le crédit d'impôt, a pensé que c'était une bonne façon, c'était une mesure intelligente pour, sans pénaliser les finances publiques, avoir des effets sur l'emploi,
revenir en arrière et aussi l'aveu d'un constat en partie d'échec sur le choix du dispositif du crédit d'impôt.